C'était il y a 20 ans. Cela fait 2 décennies que Facebook a été créé. Le 4 février marque l'anniversaire de ce réseau social qui compte aujourd'hui près de 3 milliards d'utilisateurs actifs par mois. C'est colossal. On va en parler avec vous, Pascal Franck. Vous êtes docteur en sciences appliquées, spécialiste d'Internet à l'UCL et à l'ULB. Alors avant d'en parler ensemble, je vous propose de nous replonger dans les débuts de Facebook. Véritable success story à l'américaine, Facebook est né dans une chambre d'étudiants à Harvard. Moskowitz, Hughes, Severin et l'emblématique Mark Zuckerberg lancent en 2004 le site internet du début de ce troisième millénaire. Il s'agit d'un journal interactif dont les premiers utilisateurs sont des universitaires. Très vite, grâce à une multitude d'applications, le succès de ce réseau social devient planétaire. Recherche d'amis, partage de photos et de vidéos, discussions en ligne, jeux, etc. Ce journal intime plutôt public dans le genre rythme dans une certaine mesure le quotidien de ses utilisateurs. Alors Pascal Franck, on l'a vu, l'idée est née sur les bancs d'Harvard, mais d'où vient-elle exactement? Comment est née l'idée Facebook? Alors on ne sait pas très bien, mais on se doute que l'idée était d'avoir une sorte de who's-who, c'est-à-dire une possibilité de pouvoir voir des photos des anciens membres de l'université, éventuellement rentrer en contact avec eux. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, dans un premier temps, ce réseau a été adopté par d'autres universitaires et par d'autres anciens écoliers. Oui. C'est un peu un qui est qui grandeur Internet, quoi. Tout à fait. Et au départ, c'est vraiment orienté vers la notion de réseautage. Donc l'idée était de rentrer en contact avec des anciens, alors qu'aujourd'hui, évidemment, c'est plus une plateforme de communication, une communication personnelle. Vous l'avez dit dans le reportage, les gens partagent, c'est l'essentiel utilisateur qui partage des contenus, style photo, avec des proches. Mais c'est aussi la communication marketing et la communication politique, avec à la fois les acteurs traditionnels qui sont présents sur Facebook, des acteurs nouveaux qui émergent, comme par exemple, on sait que les Gilets jaunes ont démarré sur un groupe Facebook, et puis évidemment tout le problème de l'utilisation de Facebook pour propager des faux faits qui ont tendance à vouloir essayer d'influencer les gens. Oui, alors c'est aussi, ça a beaucoup évolué, il y a eu l'apparition du like, j'adore, toutes les réactions, etc. C'est aussi l'histoire d'un homme, Mark Zuckerberg. Comme souvent aux États-Unis, lorsqu'il y a une entreprise qui émerge, on avait déjà vu ça avec Steve Jobs, on a tendance à mettre une personnalité, ça fait fort le rêve américain. Bien entendu, on sait aujourd'hui qu'il n'était pas tout le seul à avoir eu cette idée-là. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres idées, peut-être d'autres personnes qui ont pensé complètement le concept avant qu'il en développe la première version. Voilà. Après, effectivement, c'est là une personnalité publique aux États-Unis et on le met en avant dans ce cadre-là. Alors Facebook, c'est gratuit et comme on dit souvent, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Facebook l'a confirmé. Oui, c'est évident, à partir du moment, mais Facebook n'est pas le seul. À partir du moment où vous avez une entreprise qui a besoin d'une infrastructure énorme pour pouvoir faire tourner les machines et les algorithmes, et qui ont besoin d'ingénieurs qui développent ces algorithmes-là, il faut bien que l'entreprise récolte des fonds, puisque c'est une entreprise commerciale. Et de toute façon, ce serait une organisation publique, ce serait la même chose. Il faudrait même payer les gens qui travaillent pour ça. Et elle le fait en récoltant nos données. Tout à fait. Et donc l'objectif, le modèle qui est utilisé, puisque nous on l'utilise gratuitement, c'est que quelqu'un d'autre paye, en l'occurrence les annonceurs. Et c'est pour ça que Facebook va utiliser les données qu'ils ont sur nous pour nous profiler et vendre notre profil à des publicités. Ça a mené aussi à des scandales comme Cambridge Analytica. Facebook a dû payer une amende record aux États-Unis de 5 milliards de dollars. Il y a aussi eu des scandales à cause de ça. Oui, donc en fait, ce qui se passe, c'est que Cambridge Analytica a pu profiter d'une faille dans l'application Facebook pour récolter des informations sur des centaines de millions d'utilisateurs américains, pour pouvoir les profiler politiquement et utiliser cette information-là ensuite pour permettre à Donald Trump de bien cibler certains comtés aux États-Unis pour pouvoir faire basculer l'élection américaine. Oui. Alors Mark Zuckerberg est même venu s'expliquer sur toutes ces fuites de données devant le Parlement européen. Je vous propose de voir ça dans cet extrait. Facebook, dont la publicité est le principal moteur économique, a été maintes fois pointé du doigt, notamment pour l'utilisation des données personnelles des usagers. En mai 2018, Mark Zuckerberg s'explique même devant le Parlement européen. Nous n'avons pas fait suffisamment pour empêcher ces outils d'être utilisés à des fins nuisibles. Fake news, interférences dans des élections à l'étranger, mauvaise manipulation des données des utilisateurs. Nous n'avons pas pris acte de nos responsabilités, c'était une erreur et je suis désolé pour cela. Alors Pascal Franck, on entend des excuses, elles datent de 2018. Aujourd'hui, presque 6 ans plus tard, où en est-on? Est-ce qu'elles ont été suivies d'actions?
Sans doute cosmétiquement, certainement, mais le problème de fond demeure, d'une part, parce que je pense qu'une bonne partie des ingénieurs, et pas seulement chez Facebook, mais des ingénieurs qui travaillent dans le domaine de l'informatique, ont une sorte de foi aveugle dans la technologie, dans ses bienfaits. Donc je pense qu'au fond de lui-même, Zuckerberg n'a aucun doute sur le fait que ce qu'il fait est génial pour l'humanité. Et donc il se pose très peu de questions par rapport à ça. Et donc toujours, on réagit quand il y a un petit scandale, mais fondamentalement, ça ne change pas. Et puis on voit bien que, si je prends quelques chiffres d'il y a quelques années, toutes les minutes, il y avait 400 millions de photos qui étaient uploadées sur le site de Facebook. On voit très mal comment, algorithmiquement ou même humainement, Facebook pourrait par exemple lutter contre les fake news dont il a parlé dont il parle dans l'interview. Alors aujourd'hui, il ne suffit pas forcément d'avoir un compte Facebook pour être sur Facebook. Non, parce qu'à partir du moment où quelqu'un prend une photo de vous et la publie sur le réseau, vous êtes présent sur Facebook, même si vous n'êtes pas un compte. Donc on a un peu un profil passif comme ça. On est un profil passif, d'autant plus que si vous êtes une personnalité qui par ailleurs peut être identifiée, par exemple parce que vous avez une photo officielle sur un site d'une université ou d'un journal télévisé par exemple, automatiquement Facebook peut vous cibler, identifier, ah ça c'est Maria Lam, ça c'est Pascal Franck, et du coup ça va apparaître comme tel sur les murs des différents utilisateurs, quand bien même vous n'auriez pas de compte sur Facebook. Alors il y a aussi l'introduction des comptes payants. Est-ce que c'est une alternative justement pour ne plus récolter nos données, ne plus avoir de publicité et donc payer pour être préservé un peu de... Alors ce qui est certain, c'est que l'idée là-dedans, c'est de vous dire, ok, vous payez, vous n'aurez pas de droit de publicité. C'est en fait le même modèle que Spotify, YouTube, etc. Vous pouvez payer un abonnement pour une de ces plateformes-là et vous n'avez pas droit à la publicité. Donc c'est exactement la même chose. Ceci étant dit, pour pouvoir présenter du contenu qui soit hyper personnalisé sur votre mur, qui est la condition sine qua non pour que vous revenez soit en faisant payer des publicités, soit en vous faisant payer un abonnement. Pour pouvoir faire cette personnalisation, il faut vous connaître très bien et donc continuer à récolter les données. Oui, donc pas de publicité, mais toujours des données récoltées. Alors Facebook n'est plus seulement Facebook aujourd'hui, c'est devenu Meta. Le groupe a ravalé vraiment plusieurs réseaux sociaux. On parle de Facebook, mais il y en a d'autres. Oui, tout à fait. Mais bon, ça, c'est une stratégie des grands groupes et pas seulement dans le domaine de l'informatique. On le voit dans d'autres domaines, dans le domaine, par exemple, des médicaments. C'est les grands groupes qui ont les moyens financiers, rachètent des startups qui peuvent soit leur faire de l'ombre, soit effectivement qui ont des produits innovants. Comme Instagram, on citera WhatsApp. Exactement, ou les casques de réalité virtuelle. Oui, tout à fait. Facebook a cette stratégie-là, mais elle a même que Microsoft ou que Google, par exemple. Alors Facebook mise plus que jamais sur la vie virtuelle aussi, avec le Metaverse. Je vous propose de voir ça dans cet extrait de reportage. Imaginez-vous en train de participer à une réunion. Vous êtes dans la peau d'un avatar, dans un monde totalement numérique. Vous pouvez discuter avec vos amis du monde réel et même recevoir des appels. L'idée est de créer un monde virtuel qui se rapproche du monde réel, le tout grâce à des casques de réalité virtuelle. C'est vraiment dupliquer la réalité dans le virtuel, parce qu'on va créer son propre avatar et on va pouvoir discuter avec à peu près tout le monde, mais aussi commercer, aussi travailler, aussi avoir des loisirs, jouer aussi en ligne avec nos avatars. Alors Pascal Franck, le Metaverse, on en a beaucoup parlé ces derniers mois. Où en est l'idée aujourd'hui ? On le voit dans le reportage des joueurs qui jouent à des jeux avec des casques 3D, etc. On voit que c'est encore, en fait, effectivement, ça prend de la place, c'est assez lourd. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la technologie n'est peut-être pas encore prête pour avoir une utilisation simple, mais il est tout à fait possible, et même probable, que d'ici quelques années, on pourra l'intégrer dans des lunettes, voire dans des lentilles, et que donc à ce moment-là, des nouvelles possibilités seront offertes en termes de facilité d'utilisation. Donc c'est une possibilité qui puisse effectivement attirer des gens dans l'avenir, oui. Alors le chemin parcouru est clairement immense entre Facebook et le Metaverse. Est-ce que Facebook a encore de beaux jours devant lui ? Oui, je pense que oui, parce que même si effectivement on constate par exemple une baisse du nombre d'utilisateurs jeunes en Europe et aux États-Unis, on voit par exemple que ça augmente beaucoup plus dans d'autres pays à l'extérieur, donc ça c'est un premier point. Deuxième élément, les concurrents potentiels de Facebook qui peuvent lui prendre des parts de marché peuvent eux-mêmes rencontrer des problèmes. On a notamment vu cette semaine-ci le problème de TikTok avec Universal, donc c'est un vrai problème. Donc Universal qui a décidé de retirer ses musiques de TikTok. Et d'autres pourraient faire la même chose. Donc il y a un bras de fer qui s'engage dont on ne sait pas très bien qui va gagner et peut-être que TikTok pourrait en ressortir lésé. Et puis enfin, troisièmement, on l'a dit, Facebook dispose d'une puissance financière qui
lui permet éventuellement de racheter des choses. Si on regarde Microsoft, qui est un autre géant de l'Internet, qui avait aujourd'hui de l'Internet, mais qui avait complètement raté son entrée sur Internet, qui avait complètement loupé le bazar là, mais par sa puissance économique, ils ont réussi à se repositionner. Donc, il y a aussi Facebook s'adapte aussi à la concurrence. Oui, tout à fait. Ils ont aussi évidemment la capacité de pouvoir s'adapter. Par exemple, le fait qu'ils ont intégré des vidéos courtes maintenant sur le Facebook, c'est clairement pour concurrencer TikTok. Eh bien, on gardera tout cela à l'œil. Merci Pascal Franck d'avoir été notre invité sur ce plateau. Et je voudrais aussi remercier Sophie Lortiwar pour son aide dans la préparation de cette séquence.